Le 23 octobre 1998. L'air, dans les couloirs stériles de la maternité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, était une symphonie olfactive de désinfectants métalliques et d'un anesthésique subtil, presque sucré. Des néons blancs, implacables, inondaient la salle de réanimation néonatale d'une lumière crue, révélant chaque détail avec une netteté clinique. Au milieu de ce silence pesant, seulement rompu par les murmures feutrés des infirmières et le bip régulier des moniteurs, se tenait la Dre Émilie Dubois. Jeune pédiatre généticienne, son regard intense était rivé sur l'un des incubateurs. Chaque respiration du petit être à l'intérieur semblait un combat, une lutte silencieuse et désespérée contre l'inconnu, sous les yeux attentifs et pourtant impuissants du personnel médical. L'atmosphère était chargée d'une urgence contenue, une tension que même la routine hospitalière ne parvenait pas à masquer. À l'intérieur de cette bulle de verre et de plastique, le nourrisson, Lucas Reynaud, un petit corps fragile, luttait pour chaque bouffée d'air. Ses traits, à peine formés, portaient déjà les marques visibles de multiples malformations congénitales. Une combinaison rare et déroutante de ce que la médecine appelait des anomalies. Ses jeunes parents, Marie et Jean Reynaud, assis un peu à l'aile, écart, semblaient figés dans une stupeur silencieuse, leur visage pâle trahissant des jours et des nuits d'angoisse. Ils venaient de Saint-Pierre-des-Monts, un hameau reculé de l'Aveyron voisin, un nom qui, pour Émilie, résonnait déjà avec une vague familiarité. La sévérité et la complexité des affections de Lucas étaient d'une ampleur troublante, bien au-delà des cas isolés qu'elle avait pu étudier ou rencontrer durant sa jeune carrière. Émilie, malgré son expertise, ressentait une étrange impression de déjà-vu, un écho persistant dans son esprit. Ces symptômes, cette constellation d'anomalies, ne correspondaient pas exactement au schéma classique des manuels universitaires. Non, quelque chose de plus profond, de plus ancré, lui parlait. Elle avait le sentiment d'avoir déjà croisé des profils similaires, non pas dans les vastes bibliothèques médicales, mais plutôt enfouis dans les archives poussiéreuses des dossiers médicaux régionaux, des pages jaunies par le temps et l'oubli. Une intuition professionnelle, aiguisée par des années de recherche, lui soufflait que le cas de Lucas N était que la pointe émergée d'un iceberg bien plus grand. Un secret, pensa-t-elle, un secret de longue date, était sur le point d'être déterré, et elle se trouvait, sans le savoir, à l'aube d'une révélation qui allait bien au-delà de ce petit hôpital de Clermont-Ferrand. Émilie, plongée dans les dossiers médicaux régionaux, sentait l'urgence monter. Le cas de Lucas, avec sa constellation d'anomalies, N, n'était pas un simple accident génétique. Les bases de données, patiemment épluchées, révélaient une cartographie troublante. Une concentration anormale de pathologies rares, souvent liées à des récessifs autosomiques, dans des familles originaires de Saint-Pierre-des-Monts et des communes avoisinantes. Des syndromes au nom complexe, des malformations similaires à celles de Lucas, apparaissaient avec une fréquence statistiquement improbable. Était comme si une lignée invisible, une signature génétique silencieuse, se dessinait à travers les générations, reliant des destins isolés par la géographie, mais étrangement liés par une histoire commune. L'intuition d'Émilie se muait en certitude. Lucas N n'était pas une exception, mais le maillon visible d'une chaîne bien plus longue, une révélation potentiellement dévastatrice. Guidée par ces données alarmantes, Émilie prit la route pour l'Aveyron, abandonnant l'asepsie des couloirs hospitaliers pour la ruralité profonde. Saint-Pierre-des-Monts N n'était pas sur les grands axes, un dédale de petites routes sinueuses traversant des paysages austères, sculptés par le temps et la tradition. Le village lui-même, blotti au creux d'une vallée, respirait une quiétude apparente, mais un sentiment d'isolement y flottait, perceptible dès les premiers pas. Les maisons de pierre, serrées les unes contre les autres, semblaient murmurer des histoires anciennes, des vies repliées sur elles-mêmes, loin des regards extérieurs. Pour Émilie, cette immersion dans le terroir français était cruciale, car elle savait que les secrets les plus tenaces ne se révélaient pas dans les éprouvettes, mais dans le tissu même des communautés. Elle pressentait que son arrivée serait perçue comme une intrusion, une menace pour un équilibre ancestral. La rencontre avec Gérard Leclerc, maire de Saint-Pierre-des-Monts depuis 40 ans, fut révélatrice. L'homme, septuagénaire aux mains calleuses et au regard ferme, incarnait la quintessence de l'autorité rurale. Émilie exposa ses préoccupations avec tact, évoquant les cas récurrents et les risques génétiques. Leclerc, assis derrière son bureau à la mairie, écouta, impassible. Sa réponse fut un condensé de pragmatisme teinté de défiance. « Docteur, ici, on a toujours vécu à notre manière. Les Reynaud sont de bonnes gens, mais c'est la vie. On est un peu plus robuste ici, c'est tout. Les citadins, vous cherchez toujours des problèmes là où il n'y en a pas. » Son ton,
empreint d'une politesse glaciale, masquait à peine un refus catégorique de considérer la gravité de la situation, renvoyant l'étrangère à ses théories. Cette résistance haine n'était pas de la simple ignorance, Émilie le comprenait. Elle était le reflet d'une histoire séculaire, d'une culture profondément enracinée dans la préservation du lignage et du patrimoine foncier. Dans ces villages du Massif central, l'attachement à la terre était sacré, et les mariages étaient souvent des alliances stratégiques pour consolider les biens familiaux, perpétuer un nom, garantir la survie du domaine. La loi française, souple sur la consanguinité entre cousins, avait involontairement permis cette pratique, la laissant prospérer à l'abri des regards et des connaissances scientifiques modernes. Le maire, en défendant sa communauté, protégeait un mode de vie, une identité forgée par des générations d'isolement. Pour lui, la robustesse des habitants N n'était pas une fatalité, mais une fierté. Une marque de leur résilience face à un monde extérieur perçu comme menaçant, rendant toute remise en question difficile, voire impossible. Le refus obstiné de Gérard Leclerc, bien que prévisible, n'avait fait qu'aiguiser la détermination d'Émilie. Elle savait que la vérité ne se trouverait pas dans les aveux spontanés, mais dans les strates silencieuses de l'histoire. Leur haine était plus à la diplomatie, mais à l'investigation méthodique. Abandonnant temporairement les ruelles de Saint-Pierre-des-Monts, Émilie mit le cap sur Rodez, siège des archives départementales de l'Aveyron. C'est là, dans le silence feutré des salles de consultation, qu'elle espérait trouver les fragments d'un puzzle séculaire. Elle avait besoin de preuves irréfutables, de données objectives pour étayer son intuition, une base solide pour déconstruire le mur de déni que le maire avait érigé. Son plan était clair, remonter les lignées familiales pour débusquer les liens invisibles. Pendant des jours, les mains d'Émilie s'enfoncèrent dans la poussière des registres états civils et paroissiaux. Des livres aux reliures fatiguées, pages jaunies par le temps, défilèrent sous ses doigts. Actes de naissance, de mariage, de décès, chaque document était une pièce du grand tableau qu'elle tentait de reconstituer. Elle y traquait les noms de famille de Saint-Pierre-des-Monts et des hameaux voisins, notant avec une précision chirurgicale chaque union, chaque parenté. Le travail était colossal, répétitif, mais la persévérance d'Émilie ne faiblissait pas. Bientôt, un motif commença à émerger, subtil d'abord, puis de plus en plus évident. La récurrence de certains patronymes, les mariages entre cousins, parfois très proches, se multipliaient au fil des générations. Le mur du fond de son petit appartement temporaire, à Rodez, se couvrit de post-it, de flèches, de schémas complexes. Émilie était en train de dessiner l'arbre généalogique d'un village entier, ou du moins, de ses familles fondatrices. Elle reliait les Reynaud au Leclerc, les Fournier au Delmas, et ainsi de suite, constatant avec effroi l'enchevêtrement des branches. Ce N n'était pas un simple phénomène de cousinage isolé, mais une toile complexe, presque incestueuse, tissée sur des siècles. Chaque nouvelle connexion renforçait sa conviction et son angoisse. La consanguinité N n'était pas une exception, mais la règle, une pratique profondément ancrée, devenue une norme silencieuse et dévastatrice. De retour à Saint-Pierre-des-Monts, armée de ses premières ébauches généalogiques, Émilie comprit que les archives seules ne suffiraient pas. Il lui fallait la mémoire vivante du village. C'est ainsi qu'elle s'intéressa à Madeleine Fournier, l'ancienne institutrice, dont le nom avait été murmuré comme une encyclopédie locale. Approcher Madeleine fut un exercice de patience et de délicatesse. La vieille dame, au regard vif et aux paroles mesurées, se méfiait de cette citadine venue remuer le passé. Émilie ne parla pas de génétique, mais de Lucas, de la détresse de ses parents, de son désir de comprendre pour aider. Au fil des jours, autour d'une tasse de tisane et de confiture maison, une confiance fragile commença à s'établir. Madeleine, peu à peu, ouvrit les portes de sa mémoire. Ses récits, n'étaient pas des preuves scientifiques, mais des échos d'une époque révolue. Des bribes de vie qui donnaient corps au registre. Elle parlait des mariages arrangés entre fermes voisines, pour que la terre ne quitte pas la famille, des cousins qui épousaient des cousines, une pratique si courante qu'elle en était devenue invisible. Elle évoquait aussi les petits qui ne grandissaient pas bien, les faiblesses de certaines lignées, des mots étranges attribués à la fatalité ou à la volonté divine. Ces mots, empreints de l'innocence d'une époque sans connaissance génétique, validaient les schémas que Émilie avait découverts, confirmant que le secret était là, non pas caché, mais simplement non nommé. Forte de ces ébauches généalogiques et des témoignages poignants de Madeleine Fournier, Émilie sentait l'urgence de passer à 10 étapes supérieures. Les noms se liaient, les récits se superposaient,
dessinant une réalité troublante qui exigeait une intervention. Elle ne pouvait plus se contenter d'accumuler des preuves en silence. Il fallait alerter les instances officielles, faire réagir la bureaucratie administrative et sanitaire face à ce qu'elle considérait désormais comme une crise de santé publique latente. Son premier réflexe fut de contacter l'Agence régionale de santé, ARS de Midi-Pyrénées, dont dépendait l'Aveyron. Elle prépara un dossier préliminaire, compilant les arbres familiaux, les dates récurrentes de mariage consanguin et les recoupements avec les cas cliniques qu'elle avait identifiés. Son espoir était de trouver une oreille attentive, une volonté d'agir, mais elle savait que le chemin serait semé d'embûches. L'administration, elle le savait, ne réagissait pas toujours avec la célérité qu'exigeait l'urgence humaine. Elle anticipait déjà les résistances, les questions, les doutes, mais sa détermination restait inébranlable. La réalité administrative se révéla plus lourde et plus lente que prévu. Au siège de l'ARS à Toulouse, Émilie fut d'abord redirigée de service en service, ses appels restant souvent sans réponse ou aboutissant à des interlocuteurs qui peinaient à saisir l'ampleur et la spécificité de sa démarche. Le cas de Lucas, et même la concentration de pathologies rares dans une zone géographique précise, étaient perçus comme des faits isolés, des particularités régionales, plutôt qu'un signal d'alarme systémique. On lui demanda des études épidémiologiques plus vastes, des preuves statistiques irréfutables à l'échelle échelle d'une région entière, oubliant que la singularité de Saint-Pierre-des-Monts résidait précisément dans son isolement. La lourdeur des procédures, le manque de ressources dédiées à ce type de recherche proactive, et parfois une forme de scepticisme face à ce qu'on pouvait percevoir comme l'obsession d'une jeune médecin, érigeaient un mur invisible. Chaque courriel sans retour, chaque appel renvoyé à un autre bureau, était une érosion lente de son énergie. Face à cette inertie institutionnelle, Émilie ressentait une frustration grandissante. Le temps était précieux, et chaque jour d'inaction était un jour de plus où le secret silencieux continuait de faire des ravages. Elle comprit que la science pure, aussi rigoureuse soit-elle, ne suffisait pas à ébranler les rouages d'une administration habituée à traiter des cas isolés, et non des phénomènes historiques et sociaux profondément ancrés. Le message était clair. Sans une preuve plus éclatante, sans une urgence médiatisée ou une intervention politique, ces découvertes resteraient confinées au tiroir des rapports. Elle réalisa qu'elle devait changer de stratégie, que l'approche purement médicale devait s'accompagner d'une dimension plus humaine, plus concrète, pour toucher les cœurs et les esprits. Elle ne pouvait pas se permettre d'attendre que la bureaucratie prenne conscience de l'urgence. Il lui fallait trouver un autre chemin, plus direct, quitte à bousculer les conventions. Émilie, confrontée à l'imperméabilité administrative, comprit que le dossier scientifique, aussi solide fût-il, ne suffirait pas. Il lui fallait élargir son approche, trouver des alliés capables de donner de la résonance à ses découvertes, de les ancrer dans une réalité historique et sociale plus vaste. Son regard se tourna alors vers le monde universitaire et la recherche. Elle commença à contacter des ethnologues, des historiens spécialisés dans les dynamiques rurales du Massif central, et des sociologues de la santé. Elle cherchait des esprits ouverts, des experts capables de comprendre non seulement les implications génétiques, mais aussi les mécanismes sociaux et culturels, qui avaient permis à l'endogamie de prospérer silencieusement pendant des siècles. Cette nouvelle piste représentait un virage stratégique, une tentative de transformer une vérité scientifique abstraite, en un récit humain et historique palpable, capable de percer le mur du silence institutionnel. Elle savait que le temps était compté pour Lucas et pour les générations à venir. Ses démarches auprès des universitaires ne tardèrent pas à porter leurs fruits, bien que le processus fût lent et méticuleux. Le professeur Antoine Moreau, historien démographe à l'université de Toulouse Jean Jaurès, fut le premier à saisir pleinement la portée de ses recherches. Spécialiste des micro-sociétés rurales du XIXe siècle, il avait déjà documenté des cas d'endogamie dans d'autres régions françaises, mais jamais avec une telle concentration et des conséquences génétiques aussi manifestes. Antoine Moreau, septuagénaire à l'esprit vif et à la barbe poivre et sel, reconnaissait dans les arbres généalogiques d'Émilie les traces d'une logique ancestrale. La conservation du patrimoine foncier et la survie du groupe face à un environnement perçu comme hostile. Il voyait dans l'histoire de Saint-Pierre-des-Monts un cadeau, école tragique, un exemple poignant de la manière dont les contraintes socio-économiques pouvaient, à long terme, engendrer des vulnérabilités insoupçonnées, et il accepta de l'aider à contextualiser ces données. La collaboration avec le professeur Moreau et d'autres experts en sciences humaines fut transformative. Ils aidèrent Émilie à passer d'une approche purement médicale à une analyse pluridisciplinaire.
Les cartes généalogiques prirent une nouvelle profondeur, enrichies par des données sur les mouvements de population, les coutumes matrimoniales régionales et les politiques agricoles qui avaient façonné l'isolement de Saint-Pierre-des-Monts. Les spécialistes mirent en lumière la rationalité derrière ces unions consanguines, perçues à l'aile, époque comme une stratégie de résilience et non comme un risque sanitaire. Ils expliquèrent comment l'absence de compréhension des lois de l'hérédité avait transformé une pratique sociale en une bombe à retardement génétique. Ce travail conjoint permit à Émilie de construire un argumentaire d'une richesse et d'une force inédites, capable de parler non seulement aux scientifiques, mais aussi au grand public, et, espérait-elle, aux décideurs politiques. Malgré ce soutien universitaire, l'inertie de l'administration persistait. Émilie réalisa qu'il était temps de franchir un nouveau cap, plus risqué, mais potentiellement décisif, celui des médias. L'idée de rendre publique une histoire aussi intime et sensible la terrifiait, mais elle voyait la souffrance de Lucas et des autres enfants du village, et savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle prit contact avec Sophie Martin, une journaliste d'investigation réputée du quotidien régional, La Dépêche du Midi, connue pour son travail rigoureux sur les sujets sociaux et ruraux. Émilie savait qu'il fallait une approche délicate, une journaliste capable de comprendre les nuances, de ne pas stigmatiser, mais d'éclairer. Elle présenta son dossier avec une clarté et une conviction inébranlables, insistant sur l'urgence sanitaire et l'importance de briser un silence séculaire, tout en soulignant le respect dû à la communauté concernée. Sophie Martin, d'abord circonspecte, écouta attentivement les explications d'Émilie. Les dossiers médicaux anonymisés, les arbres généalogiques complexes et les analyses historiques du professeur Moreau constituaient une histoire à la fois fascinante et profondément dérangeante. La journaliste, habituée aux drames humains, perçut immédiatement le potentiel d'un tel récit. Un secret de famille à l'aile, échelle d'un village, des enjeux de santé publique majeurs, et la confrontation d'une tradition ancestrale avec la science moderne. Elle fut particulièrement touchée par l'histoire de Lucas, le petit enfant dont le destin symbolisait les conséquences silencieuses de générations d'ignorance. Convaincue par la rigueur scientifique d'Émilie et son profond respect pour les habitants de Saint-Pierre-des-Monts, Sophie Martin accepta d'enquêter plus avant. L'engagement d'une journaliste d'investigation de ce calibre marquait un tournant décisif. Le secret, lentement, commençait à sortir de l'ombre, prêt à être révélé au grand jour. Émilie avait passé des semaines à assembler les fragments de vie passée, transformant son bureau temporaire à Rodez en un véritable atelier d'historienne. Les murs étaient désormais recouverts d'une fresque généalogique géante, où des fils rouges et noirs reliaient des centaines de noms, des dates de naissance et de mariage, s'entrelaçant dans un motif complexe. Ce N était plus une simple hypothèse, mais une cartographie visuelle et accablante de l'endogamie. Des générations entières de Saint-Pierre-des-Monts se révélaient être un réseau inextricable de cousins, mariés entre eux, souvent à des degrés de parenté insoupçonnés par eux-mêmes, même au sein de familles apparemment distinctes. La complexité de l'arbre défiait l'entendement, une découverte qui glaçait le sang, révélant une vérité enfouie qui prenait corps sous ses yeux. En scrutant de plus près ces lignées, Émilie identifia un motif récurrent, une sorte de signature historique, gravée dans les registres. Le XIXe siècle, en particulier, apparaissait comme une période charnière. Les documents indiquaient une intensification notable des mariages entre cousins germains et issus de germains, surtout après les crises agricoles successives et les guerres qui avaient décimé la population et fragmenté les terres. La peur de voir le patrimoine familial éparpillé, combinée à une volonté farouche de maintenir une cohésion sociale face à l'adversité, avait poussé les habitants à se replier sur eux-mêmes, resserrant encore les liens matrimoniaux. Ce N n'était pas un choix malveillant, mais une stratégie de survie devenue avec le temps une norme sociale, dont personne ne mesurait les implications invisibles, un secret implicite. Cette découverte, au-delà des chiffres et des patronymes, offrait une explication poignante à la situation de Lucas. Arbre de vie de Saint-Pierre-des-Monts N, était pas un ensemble de branches indépendantes, mais une liane entrelacée, où chaque nœud de parenté démultipliait le risque de voir des gènes récessifs délétères s'exprimer. Les malformations de Lucas, et les pathologies similaires observées dans d'autres familles, naines, étaient plus des fatalités isolées, mais la conséquence directe et tragique de cette histoire. Le secret N était pas seulement dans l'ignorance des conséquences génétiques, mais dans la normalisation d'une pratique ancestrale. L'endogamie était devenue la règle, et ses effets, des mystères. Cette connexion historique et génétique était la clé pour comprendre et, enfin, agir. Sophie Martin,
Armée de la confiance d'Oe, Émilie et de la richesse des données accumulées, plongea dans l'enquête avec une méticulosité impressionnante. Elle passa des jours à Saint-Pierre-des-Monts, sillonnant les ruelles, non pas pour interroger directement les habitants, mais pour observer, ressentir l'atmosphère, et comprendre le silence. Accompagnée d'Émilie, elle rencontra à nouveau Madeleine Fournier, dont les témoignages, d'abord chuchotés, prirent une nouvelle dimension sous le regard expert de la journaliste. Les récits de mariage entre cousins et de petits qui ne grandissaient pas bien, furent retranscrits avec une prudence et une contextualisation rares, évitant tout jugement hâtif. Sophie et Émilie travaillèrent en étroite collaboration, veillant à anonymiser chaque cas clinique, à protéger l'identité des familles tout en révélant l'ampleur du phénomène. Le but n'était pas de stigmatiser, mais d'informer et de briser le tabou. Le dossier, d'une complexité rare, prenait forme, prête à être publié dans La Dépêche du Midi, un quotidien respecté dans la région pour son intégrité journalistique. La tension était palpable, car toutes deux savaient que la publication de cet article allait inévitablement secouer les fondations du village, et bien au-delà. Le jour de la parution, un vent glacial sembla souffler sur l'Aveyron. En une du quotidien régional, le titre sobre mais percutant, Saint-Pierre-des-Monts, le poids d'un secret ancestral. L'article, étalé sur plusieurs pages, détaillait avec une rigueur scientifique et une sensibilité humaine, les découvertes d'Émilie, les arbres généalogiques simplifiés, les témoignages de Madeleine et les implications génétiques de l'endogamie. Il racontait l'histoire de Lucas, sans jamais le nommer directement, mais en décrivant sa condition avec une délicatesse qui ne laissait aucun doute sur la gravité de la situation. Dans les cafés et les fermes de Saint-Pierre-des-Monts, le journal fut lu, déchiré, commenté avec un mélange de stupeur, de colère et de honte. Gérard Leclerc, le maire, découvrit le papier entre les mains d'un de ses adjoints, son visage se figeant à la lecture. Pour lui, était une trahison, une intrusion inacceptable dans la vie privée de sa communauté, une blessure à l'orgueil de son village. Le silence séculaire venait d'être brisé, non pas par une confession interne, mais par une révélation fracassante venue de l'extérieur. L'onde de choc fut immédiate, et bien au-delà des frontières de l'Aveyron. L'histoire de Saint-Pierre-des-Monts, relayée par les grandes agences de presse, fit rapidement le tour des médias nationaux. Les chaînes d'information en continu dépêchèrent des équipes, les radios multiplièrent les débats sur la France rurale, la tradition et les enjeux de santé publique. Les articles se succédaient, certains avec plus de nuances que d'autres, mais tous contribuaient à mettre un projecteur implacable sur ce petit village isolé. L'agence régionale de santé, jusque-là campée sur une position de prudence et de déni, fut subitement mise sous pression. Les questions affluaient du ministère de la Santé, des élus locaux et régionaux. Comment un tel phénomène avait-il pu être ignoré pendant si longtemps? Quelles mesures allaient être prises pour accompagner les familles concernées? La discrétion avait fait place à une clameur publique, transformant le cas de Lucas et de Saint-Pierre-des-Monts en un enjeu de société, un symbole des défis cachés de la France profonde. Pour Émilie, cette médiatisation était une victoire amère. D'un côté, elle voyait ses années de recherche, ses intuitions et sa détermination enfin validées. Le mur du silence avait cédé, et la lumière était faite sur une réalité dévastatrice. De l'autre, elle ressentait le poids de l'exposition, la souffrance potentielle des habitants de Saint-Pierre-des-Monts, soudainement jetés en pâture à l'opinion publique. Elle savait que la vérité était nécessaire, mais sa révélation brutale laissait des cicatrices. Cependant, la dynamique avait radicalement changé. Elle était plus une jeune médecin isolée face à l'inertie administrative, mais la figure de proue d'une révélation scientifique et sociale majeure. Les portes qui lui étaient restées fermées s'ouvraient désormais, les téléphones sonnaient, et les réunions se multipliaient. Le combat pour la reconnaissance des faits était gagné, mais le véritable défi commençait. Celui d'accompagner une communauté blessée, vers la guérison, et la reconstruction. Dans la salle communale de Saint-Pierre-des-Monts, l'air était palpable, lourd d'une tension mêlée d'appréhension. Émilie Dubois, debout devant une cinquantaine d'habitants au visage fermé ou curieux, sentait le poids de chaque regard. Sur un écran improvisé, les projections défilaient. Des graphiques complexes, des cartes généalogiques simplifiées mais implacables, où des noms familiers s'entrecroisaient en des nœuds troublants. Sa voix, claire et posée, expliquait les mécanismes de l'hérédité, les probabilités, la science derrière des décennies de fatalité. Chaque flèche, chaque lien sur ces arbres de vie numérique, dévoilait une vérité que beaucoup, au fond d'eux, avaient pressentie, sans jamais oser la nommer.
Le silence était absolu, seulement rompu par le souffle court de quelques-uns, alors que la communauté était confrontée à son propre reflet, une image brute et dévastatrice. Puis vint le moment le plus déchirant. Gérard Leclerc, habituellement si droit et inébranlable, semblait être effondré sur lui-même. Son visage, ravagé par émotion, trahissait des années de fardeau. Il se leva lentement, ses mains calleuses tremblantes, et sa voix, d'abord un murmure rauque, s'éleva, rempli d'une peine profonde. Il ne chercha pas à nier les faits, les chiffres qu'Émilie venait de présenter. Au lieu de cela, il parla du poids du secret, des générations qu'il avait portées par ignorance, par tradition, par peur de l'extérieur. Ces mots, sincères et emplis de remords, étaient une demande de pardon silencieuse, non pas pour une faute intentionnelle, mais pour l'aveuglement d'un passé dont il était le gardien involontaire. Un sanglot échappa à une femme dans l'assistance, brisant l'armure de pierre du maire, révélant la faille d'une communauté entière. Dans ce silence fragile, Marie et Jean Reynaud, les parents de Lucas, prirent la parole. Leurs voix, empreintes d'une douleur encore vive, mais désormais teintées d'une lueur d'espoir, racontèrent leur propre combat, la quête de réponse pour leur enfant. Marie, serrant la main de Jean, évoqua la force qu'il puisait dans cette vérité, aussi amère soit-elle, pour bâtir un avenir différent pour Lucas et pour Saint-Pierre-des-Monts. Le barrage émotionnel, retenu si longtemps, finit par céder. Des larmes commencèrent à couler sur de nombreux visages, mêlés de colère contre ce passé ignoré, mais aussi d'un soulagement immense, celui de voir enfin le secret ancestral sortir de l'ombre. La salle, un instant figée, devint le théâtre d'une libération collective, le début d'un long chemin vers la guérison. La révélation à Saint-Pierre-des-Monts n'a pas été sans heurts. Le village, plongé dans un mélange de choc et de soulagement, entamait un chemin semé d'embûches. L'administration, désormais sous les feux des projecteurs, a rapidement mis en place des programmes de dépistage génétique et de conseil, mais la blessure était profonde. Il ne s'agissait plus seulement de science, mais de reconstruire un tissu social déchiré par des siècles de non-dits. Les familles, confrontées à la vérité sur leur lignée, devaient apprendre à dépasser la honte et la colère, pour envisager l'avenir. Émilie, aux côtés des Reynaud, est restée présente, non plus en tant qu'enquêtrice, mais comme un soutien, une voix pour guider la communauté vers une compréhension apaisée de son histoire. Ce processus serait long, exigeant une patience et une résilience immenses de la part de tous les habitants. L'histoire de Saint-Pierre-des-Monts a résonné bien au-delà des confins de l'Aveyron, devenant un cas d'étude nationale. Elle a mis en lumière la nécessité d'une meilleure sensibilisation au risque de la consanguinité dans certaines communautés isolées de la France rurale. Des discussions ont émergé au niveau parlementaire, évoquant la possibilité d'une loi Lucas, pour renforcer les campagnes d'information et les dispositifs de conseil génétique, particulièrement dans les régions identifiées comme à risque. Plus qu'une loi, il s'agissait de créer un lieu de mémoire, un engagement collectif, pour que l'ignorance du passé ne se reproduise plus. Le village, autrefois synonyme de secret, aspirait désormais à devenir un symbole de résilience et de courage, transformant sa blessure en une leçon universelle, un phare pour d'autres communautés confrontées à des défis similaires. Le parcours d'été, Émilie Dubois, depuis les couloirs stériles de Clermont-Ferrand jusqu'aux chemins escarpés de l'Aveyron, nous rappelle la puissance de la détermination et l'importance cruciale de la science, pour éclairer les zones d'ombre de notre histoire. L'histoire de Saint-Pierre-des-Monts est un témoignage poignant de la manière dont les secrets, même bien intentionnés, peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur des générations. Elle souligne l'urgence de briser les silences, d'engager le dialogue et de faire face aux vérités, aussi inconfortables soient-elles, pour construire un avenir plus sain et plus juste. Si ce récit vous a touché et a éveillé votre curiosité, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, et découvrez notre reportage sur les villages oubliés des Pyrénées, une histoire tout aussi captivante.